jusqu'à 14h. Nous allons nous poser 2 questions. A-t-on délaissé l'éthique d'Hippocrate dans cette crise et à quoi va ressembler l'épidémie dans les semaines à venir? Et nous en parlons avec le docteur Alice Desbioles, médecin en santé publique et épidémiologiste. Bonjour. Bonjour. Bonjour Alice Desbioles. Vous a lu, on vous a écouté et je voudrais commencer par le titre de l'entretien que vous avez donné au Figaro. Parce que on parle beaucoup en ce moment du corps médical, enfin en ce moment, depuis 2 ans, depuis que le Covid règne sur nos consciences, nos conduites et nos comportements. Vous avez dit une partie du corps médical a quitté la déontologie et l'éthique pour sombrer dans la morale. Et effectivement, on se pose tous la question, je parle des patients, qu'est-ce qu'a été le rôle des médecins quand on leur a dit restez chez vous, recommandez du Doliprane et on dit aux patients si ça va pas, appelez le 15. Je schématise, mais presque. En fait, qu'est-ce qui s'est passé dans cette espèce de sécession à laquelle on a tous assisté? Alors écoutez, c'est une bonne question. J'ai pas forcément la réponse à tout. Je pense qu'effectivement, une certaine peur peut-être disproportionnée a contribué à tétaniser une partie du corps médical. Et ensuite, je pense qu'une certaine peut-être méconnaissance aussi des enjeux épidémiologiques, des enjeux concernant les indicateurs et la rigueur méthodologique concernant leurs calculs et leur présentation ont aussi peut-être contribué à entretenir ce climat de peur et d'inquiétude, je pense sincère aussi pour beaucoup de médecins vis-à-vis de leurs patients. Bien sûr. Et à mon sens aussi une vision un petit peu étriquée et étroite de la santé qui depuis bientôt 3 ans est quasiment réduite aux seuls indicateurs Covid ou à la seule absence de Covid, alors que la santé est quelque chose de beaucoup plus global. Et je rappelle la définition de l'OMS, on ne le fera jamais assez, que la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne se résume pas à l'absence de maladie ou à l'absence d'infirmité. Donc on ne peut pas réduire la santé, la bonne santé et le bien-être à la seule absence de Covid. Et c'est malheureusement l'écueil dans lequel on est tombé collectivement, je trouve, depuis bientôt 3 ans. Après le micro, oui, près du micro. Merci. Simplement, savoir, vous avez beaucoup tweeté, effectivement, sur un certain nombre de chiffres, et là-dessus aussi, des polémiques permanentes sur les chiffres, notamment, par exemple, il faut se le dire, vous savez, moi, je passe souvent dans les plateaux de télévision, on entend des personnes, pas les nommer, c'est pas le problème, dire, écoutez, de toute façon, le vaccin protège des formes graves, et surtout, mais le répéter partout, il n'y a pas de vaccinés dans les hôpitaux. Les hôpitaux sont remplis de non-vaccinés, en tout cas là-dessus, et les restes, il n'y en a pas. Et vous, d'ailleurs pas seulement vous, mais l'adresse, organisme officiel, a montré aussi, je crois, le contraire. Alors, effectivement, on a entendu depuis donc le début de la pandémie que les hôpitaux étaient submergés notamment par des patients Covid, au début forcément non vaccinés puisqu'il n'y avait pas de vaccin disponible, et maintenant on a aussi entendu de plus en plus que c'était finalement les patients non vaccinés qui venaient emboliser le système hospitalier et qui étaient même visiblement responsables des déprogrammations que l'on observait dans les hôpitaux, et certains sont même jusqu'à aller peut-être questionner la pertinence de la gratuité des soins pour les non-vaccinés. Donc là, on voit bien finalement que beaucoup de questions sont soulevées, alors que finalement la réalité est tout autre. Et en pointant, alors je ne dis pas que le Covid n'est pas bien sûr responsable d'un afflux massif de patients, notamment au début de la pandémie, bien sûr, mais je pense que l'on a posé le débat en des termes qui ne sont pas les bons, à savoir que le problème lié à finalement une saturation somme toute finalement assez relative, on pourra y revenir notamment actuellement, des hôpitaux par les patients Covid, en l'occurrence non vaccinés, masque le vrai problème, qui est un hôpital et un système de santé de manière générale qui est sous-dimensionné, dans un contexte de population de plus en plus âgée, de plus en plus donc fragile et de plus en plus comorbide. On a de plus en plus de comorbidités dans la population, que ce soit l'obésité, que ce soit le surpoids, que ce soit les maladies cardiovasculaires. Donc on a par définition, les cancers, voilà, etc. tout à fait. Et donc on a par définition une population qui est de plus en plus fragile, de plus en plus vieillissante, donc de plus en plus vulnérable, et un hôpital et un système de santé dans sa globalité qui ne cesse d'être rétréci et d'être malmené. À tel point que, et ça c'est un rapport de la PHP, c'est pas moi qui le dis,
Parmi, en gros, les 17% de salles de blocs opératoires qui sont fermées, vous en avez 1% qui sont fermées à cause d'absence de personnel pour Covid, là où vous en avez au moins 13% qui sont fermés du fait de personnel absent, du fait de postes vacants. Donc c'est-à-dire 13% qui sont responsables de... Donc on voit bien que cela n'a rien à voir avec les patients Covid, que ces derniers soient vaccinés ou non, mais que là on est bien face à un problème d'attractivité de l'hôpital, en l'occurrence en tout cas de la PHP, qui pose le problème de fond, c'est des dizaines de milliers de postes d'infirmières qui sont vacants dans les hôpitaux de France et de Navarre. Donc si on ferme des blocs opératoires, c'est pas uniquement parce qu'on prend du personnel hospitalier pour aller renforcer les réa, c'est pas ça, c'est parce que les gens fuient l'hôpital. Sans compter les milliers d'infirmières qui ont dû partir parce qu'on les a virées. Voilà, aussi les suspensions. Les suspensions. Voilà. On va en parler tout de suite après les informations avec le docteur Alice Desbioles. Et vous pouvez poser toutes les questions précises que vous souhaitez poser à Alice Desbioles en nous appelant au 0826 300 300. Et nous sommes très heureux d'être toujours avec le docteur Alice Desbioles, médecin en santé publique et épidémiologiste. D'abord, Alice Desbioles, est-ce que vous avez des conflits d'intérêts? Est-ce que vous travaillez ou vous avez été rémunéré, pourquoi pas, par certains labos ou pas? Non, je n'ai aucun conflit ou lien d'intérêt à déclarer. Et d'ailleurs, une des phrases du serment d'Hippocrate est la suivante: je préserverai l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de ma mission. Donc voilà, je respecte cette indépendance et je m'exprime ici en toute indépendance. Mais écoutez, c'est une bonne chose à entendre en tout cas. Alors justement, parlons un peu du serment d'Hippocrate et des suites. Quand il y a eu des informations, on en parlait là hors antenne, pendant cette pause, on a raconté partout que les hôpitaux étaient saturés, qu'on était en train de remettre un certain nombre, vous savez, pendant le Covid, il y avait maladie, AVC, cancer, diabète, etc., obésité, tout ça. On a l'impression que tout ça a été complètement mis au rencard en disant non, pour le moment, il n'y a que pour le Covid. Qu'est-ce qui s'est passé là-dessus? Effectivement, ça c'est une grande interrogation, peut-être même un petit peu douloureuse pour moi en tant que médecin, puisque c'est vrai que si on se remet un petit peu en arrière, un des grands messages donc de santé publique à l'époque, santé publique entre guillemets, était, souvenez-vous, restez chez vous, restez chez vous. Moi, c'est un message que je n'ai pas forcément relayé parce que quand vous êtes symptomatique ou que vous avez des douleurs ou des symptômes, il ne faut pas rester chez soi. Il faut au contraire aller. Prenez du Doliprane. Il faut vraiment aller consulter. Et donc, je sais bien sûr, ce message avait vocation, dans une logique de confinement, à s'appliquer au coronavirus. Néanmoins, c'est un message qui a pu être perçu aussi pour finalement de manière générale. Et j'ai beaucoup de témoignages d'amis médecins généralistes, chirurgiens ou quoi, qui pendant cette période-là, m'ont dit mon cabinet était vide. Par contre, j'ai vu des patients arriver dans des états très graves, très dégradés, du fait d'un recours tardif finalement aux soins. Et ça implique aussi, ça entraîne une perte de chance. Donc voilà, tout ça en fait devrait nous interroger sur la nécessité d'une approche beaucoup plus globale et proportionnée face à cette épidémie, pour ne pas, au nom de la lutte légitime contre le SARS-CoV-2, aboutir à une dégradation d'autres indicateurs de santé physique, santé mentale, santé sociale, santé des enfants. J'espère qu'on y reviendra. C'est un sujet très grave. Tout à fait. Il y a eu des dégradations, il faut le dire. On le sait, tout le monde a pu témoigner là-dessus, qu'il y a eu des dégradations. Mais alors, dites-moi, par exemple, vous voyez, je voulais vous interroger là-dessus. Le professeur Géris, l'hôpital Ichilov de Tel Aviv, vous savez, on a beaucoup vacciné, pratiquement les 3/4 de la population sont vaccinés. Et je reviens aux chiffres, parce que vous en avez cité pas mal, mais on va pas faire de bataille de chiffres, c'est pas ça. Mais j'ai été frappé par ça, c'était hier. Actuellement, la plupart de nos cas graves de Covid-19 ont eu au moins 3 injections. Entre 70 et 80% des cas graves sont vaccinés. Le vaccin n'a aucun effet sur les formes graves. Alors, c'est un médecin qui dit ça, d'autres le démentent complètement. Sans s'approfondir la polémique, pourquoi cette espèce de tabou qui consiste à dire non, il n'y a aucun problème, circulez, il n'y a rien à voir, tout va bien, vous pourrez prendre des doses, effectivement, ça durera 3 mois, 4 mois, etc., etc. Vous avez vu Olivier Véran que tous les autres, et à chaque fois disant oui, Castex qui disait après 2 doses, très bien, Véran qui disait c'était 6 mois, ça va être réduit à 4 mois, etc., etc. Cette espèce de vocabulaire, pas seulement en France et ailleurs, pourquoi ce brouillage ?
Je ne sais pas, c'est le médecin que vous êtes, j'aimerais quand même... Vous avez peut-être une idée sur la question. Alors peut-être finalement parce que dès le début, dès finalement la mise sur le marché de ce vaccin, en fait, on n'avait pas forcément de données. En tout cas, ce n'était pas le critère de jugement principal dans les essais. Je pense à l'essai Pfizer, donc le vaccin Comirnaty. Le critère de jugement principal pour juger de l'efficacité de ce vaccin n'était pas la prévention sur les formes graves ou sur le décès. Le critère de jugement principal, c'était le fait que des patients vaccinés allaient avoir moins d'infections symptomatiques avec une PCR positive. Donc c'était pas du tout sur les formes graves ou sur le risque de décès. Donc on a mis les vaccins sur le marché avec juste finalement ce critère de jugement qui était finalement de réduire le risque d'infection symptomatique mais sans présumer de la gravité ou même de la mortalité. Donc derrière, forcément, le rationnel scientifique sur lequel les médecins ou les autorités pouvaient s'appuyer pour justifier de l'efficacité de ce vaccin sur les formes graves ou la létalité a dû mettre un petit peu de temps. Et ça, c'est des données observationnelles qu'on a retrouvées, qui retrouvent effectivement un bénéfice positif de la vaccination chez les personnes à risque sur du coup le risque de forme grave ou de décès. Donc là, c'est plutôt positif. Il faut pas oublier que les vaccins, effectivement, c'est une bonne chose pour les gens à risque ou comorbidité. En tout cas, ce sont des données que l'on retrouve effectivement, données observationnelles, notamment israéliennes. Mais donc je pense que finalement, le fait que le critère de jugement principal aussi dans les essais cliniques dont nous avons disposé dès le début ne précisait pas ces informations, ne précisait pas non plus l'efficacité sur la transmission, sur la contagiosité. Donc derrière, voilà, je pense que c'était peut-être un petit peu plus dur de communiquer, d'où ce flou. Mais je pense qu'il ne faudrait pas véhiculer l'idée que le vaccin n'est pas efficace, notamment chez les personnes à risque de forme grave, puisque là, on a quand même des informations qui sont assez fortes. Et j'incite vraiment très fortement les personnes de plus de 65 ans, les personnes avec de l'obésité ou du surpoids, on en a beaucoup trop peu parlé, mais c'est un facteur de risque majeur de forme grave ou létale de Covid. Là, actuellement, d'après les données de Santé publique France, de Covid grave, là, d'après les données de Santé publique France, on a plus de 80% des patients en réanimation qui ont au moins une comorbidité. Donc là, on voit bien, et encore le surpoids a été enlevé, mais donc on voit bien finalement qu'il y a quand même voilà, que c'est très important. Bien sûr. Alors, justement, autant, effectivement, la vaccination a tout à fait un sens chez les personnes âgées et affublées de comorbidité, comme on dit, autant on ne comprend pas, et on en parlait avant, les bobardeaux de Jean-Yves Le Gallou, par propos de certains médecins qui disaient il faut vacciner, vous avez vu, de 5 à 11 ans. Je voudrais parler de la vaccination des enfants et du traitement des enfants en général, pas seulement la vaccination, le masque, etc., ce qui s'est passé dans les écoles. On en a déjà parlé, mais j'aimerais beaucoup vous entendre là-dessus, parce que vous avez vu que actuellement, Pfizer a demandé une autorisation pour les 6 mois à 5 ans. Hein. C'est demandé, en principe, ce sera en février. Les 5 à 11 ans, c'est déjà parti, etc., etc. Et encore une fois, on a vu ce qui se passe. Alors, ce qui se passe avec les vaccins, avec le masque, avec tout ça. C'est le traitement qui était réservé aux enfants, et on revient à ça. C'est-à-dire qu'on l'a traité, y compris les jeunes, les enfants, etc., comme s'ils étaient malades. C'est ça qui est tout à fait hallucinant, je dirais. Oui, c'est vrai, et finalement cela traduit, à mon sens en tout cas, un écueil que l'on observe depuis le début de cette crise, qui est finalement la mise en place en population générale d'interventions de santé publique qui sont non probantes, c'est-à-dire qui sont non fondées sur les preuves et qui relèvent parfois de modélisations, mais qui, les modélisations en fait ont un niveau de preuve extrêmement faible, ne devraient pas finalement permettre l'implémentation comme ça de politiques de santé publique non évaluées. Donc ça déjà, si vous voulez, c'est un premier écueil. Et derrière, au lieu de finalement réajuster en se rendant bien compte que non seulement on n'était pas forcément très efficace, mais potentiellement on était même contre-productif si on regardait d'autres indicateurs. Je pense notamment vraiment à la santé des enfants qui là est complètement dégradée, que ce soit la santé physique. On note une explosion de l'obésité infantile. C'est des données du JAMA aux USA. On a senti là déjà depuis ces 2 ans quelque chose qui s'est passé, une dégradation véritable, forte. Une mise en danger des enfants, puisqu'il y a des articles scientifiques publiés par des pédiatres qui disent que finalement la maison est plus dangereuse, entre guillemets, je suis pas en train de dire que le Covid, c'est-à-dire avec le risque d'accident domestique qui augmente, avec des parents qui sont fatigués, avec des enfants qui sont enfermés, des parents enfermés, qui doivent parfois travailler en même temps. On a noté, il y a des publications scientifiques françaises qui retrouvent une augmentation du nombre de bébés secoués, une explosion des maltraitances infantiles, une explosion des décrochages scolaires. Tout ça, ça augmente aussi les inégalités. On note une explosion de la pauvreté, notamment chez les familles monoparentales et notamment les femmes monoparentales. Donc là, on voit qu'on a des enfants
finalement qui ont sombré aussi dans la pauvreté. Certains enfants ne font qu'un repas par jour, c'était à la cantine. Donc fermer les écoles, c'est aussi mettre des gens, et notamment des enfants, en insécurité alimentaire. La faim, FAIM, a augmenté en France. Donc là, je pense qu'il est vraiment très important, au regard de la gravité de ce que l'on observe, notamment chez les enfants, mais la dégradation de la santé mentale, par exemple, s'observe sur l'ensemble de la population française, adulte compris. Donc là, je pense qu'il est plus qu'urgent de revenir à une politique de santé publique qui soit proportionnée, qui soit fondée sur les preuves, qui ait fait la preuve de son efficacité, et que la balance bénéfice-risque soit favorable à la santé de la population, et notamment à la santé du public le plus fragile, que sont les enfants. Et un autre grand oublié, parce que quelque chose moi aussi qui m'interpelle, c'est que tout ça, finalement, le Covid et ces confinements, le port du masque, les passes, faut bien voir qu'à la base, l'argument c'était il faut protéger nos aînés. Moi, je suis la première à vouloir protéger nos aînés. D'ailleurs, j'ai une grand-mère, je pense qu'elle m'écoute et je la salue très, très sincèrement. Mais protéger ses aînés, ça ne veut pas dire les séquestrer dans des chambres d'EHPAD seuls, ce qui entraîne derrière un syndrome de glissement, donc c'est-à-dire des gens aussi qui se sont laissés mourir, de dépression, de solitude, de désespoir, voire de dénutrition ou de déshydratation. Là, pour le coup, je suis personnellement impactée par cette question, donc je sais exactement de quoi je parle. Donc il faut bien voir que tout ça a été fait au nom aussi de nos aînés, mais que je ne suis même pas certaine que ceci ait été finalement très positif même pour eux. Et donc là, on a un besoin très important d'évaluation des politiques publiques qui ont été mises en place. Et d'ailleurs, il y a des travaux qui ont été faits par des polytechniciens et que je présenterai tout à l'heure lors de mon audition au Sénat, qui ont mis en parallèle les modélisations qui ont été faites par l'Institut Pasteur, par l'INSERM, pour justifier des interventions, notamment les confinements et tout ça, et la réalité a posteriori. On voit que systématiquement, quasiment, il y a une surestimation de l'impact des modélisations, qui ont donc justifié des mesures très strictes, mais qui ont été en totale décorrélation avec la réalité. On va en reparler de la modélisation, parce que ça a été à l'origine de l'origine. On va en parler tout de suite, après cette petite pause. Et vous Docteur Alice Desbioles, justement, on a un peu parlé, mais je voudrais qu'on en parle un peu plus de cette histoire de modélisation. Parce que effectivement, il y a eu un peu partout, et pas seulement en France, sont arrivés d'abord les modélisateurs. Et on se rappelle très bien de monsieur Ferguson, pour ne pas le nommer, mais l'anglais, qui est arrivé en disant vous allez avoir des tombereaux de morts, ça se chiffrera par millions, vous allez avoir des cercueils dans les rues, etc. Et je pense que ça a provoqué tout à fait, à titre personnel, mais je suis pas le seul à le penser. Mais ça a provoqué quoi? Ça a provoqué que, pris de panique, principe de précaution, les gouvernants se sont dit, allez les labos, fabriquez-nous des vaccins très vite. Les labos ont dit, attendez, on est encore en période expérimentale. On leur a dit, on s'en fiche, allez-y. Et les labos ont dit, d'accord, mais attention, on les déresponsabiliser. On le prend, on le sait aujourd'hui, puisqu'on l'a vu quand même les contrats, les labos ne sont responsables d'aucun effet indésirable ou d'un dommage collatéral. Mais alors ces modélisateurs, comment il se fait, alors c'est la docteur de santé publique, comment il se fait qu'ils ont pris une telle importance et qu'on a commencé à chiffrer, et vous m'avez montré vous-même, je montre le tableau, on ne va pas le lire là, auditeur du Sud Radio, pardon, voilà. Alors effectivement, déjà c'est intéressant de voir que Richard Horton, qui est le rédacteur en chef du Lancet, qui est une grande revue médicale, déjà dans un édito de septembre 2020, il déplorait que la science, entre guillemets, comme il l'écrivait, qui a guidé les gouvernements, était finalement majoritairement incarnée par des modélisateurs d'épidémies et des infectiologues. Et ça, déjà, ça induisait un biais dans la perception de l'épidémie et dans la perception et dans l'approche que l'on pouvait avoir de la santé et de cette gestion de crise. Alors la modélisation, effectivement, c'est quelque chose qui est venu guider, mais qui est un outil utile, bien sûr, à la décision publique. Et donc, en l'occurrence, la modélisation épidémiologique, celle qui a été utilisée, elle est là pour essayer de prévoir l'évolution d'une épidémie à l'aide de modèles mathématiques. Il faut voir qu'avec un virus comme le SARS-CoV-2, avec une propagation, un virus respiratoire, c'est très complexe de faire ça. Et on se rend compte, et ça c'est un problème, que 2 ans après le début de la pandémie, on n'a pas vraiment de rétrospective publique sur la capacité des modélisations utilisées en France à prévoir effectivement l'évolution de la pandémie. Et donc la question, c'est est-ce que ces modélisations ont finalement été de bons conseils ? Normalement, je précise que l'évaluation rétrospective sur les données réelles d'un modèle fait partie intégrante des bonnes pratiques de la modélisation mathématique. Alors donc déjà, on aurait dû avoir une évaluation a posteriori, comme on dispose maintenant des données.
Et vous avez vu, alors dites-nous juste les tableaux par rapport aux modélisations et à la réalité. Alors ça, c'est un travail qui a été réalisé par deux polytechniciens que je salue et dont les travaux sont publiés sur un site qui s'appelle Évaluation Modélisation Covid. Donc là, vraiment, je remercie Maxime Langevin et Thomas Stark, qui sont des polytechniciens et chercheurs, notamment en mathématiques appliquées à la recherche pharmaceutique, et qui donc, eux, ont finalement confronté les prévisions des modélisations aux données réelles dont on dispose désormais. Et ils ont retrouvé que sur les 11 modélisations qu'ils ont étudiées, il n'y avait que 2 cas de figure où la réalité était comprise entre les valeurs des différents scénarios. Dans les autres cas, c'était globalement systématiquement surestimé et ils ont même noté finalement un biais dans ces études. Un biais, c'est-à-dire une véritable... Un biais clair en faveur d'une surestimation observée dans les modélisations pour finalement qui a contribué à favoriser l'adoption de mesures plus restrictives que nécessaires. Et ils ont fait un travail... par exemple. Tout à fait. Et ils ont fait un travail qui est très intéressant. Ils ont regardé finalement un des seuls pays qui n'a pas adopté de confinement strict. Ça ne veut pas dire qu'il n'a rien fait, parce qu'on a souvent aussi mis en balance que c'était confinement versus rien, alors qu'il y a toute une myriade d'interventions entre ne rien faire et un confinement strict, une fermeture des écoles et la mise à l'arrêt total du pays. Il y a toute une myriade d'interventions, ça s'appelle d'ailleurs la santé publique. Et donc quand il compare avec les données suédoises, il compare les données donc des modélisations de l'Imperial College et donc l'Imperial College, c'est Londres, voilà, disait que si jamais la Suède ne faisait rien, il y aurait par exemple plus de 90 000 morts du Covid durant la première vague. Là, je parle de la première vague. En Suède. Et là, il suffit d'aller regarder sur leur site. On voit la réalité. On voit la réalité. On est à moins de 10 000. Donc, on voit que finalement, donc ils n'ont pas suivi les prévisions et les modélisations de l'Imperial College. Ils ont décidé de ne pas confiner. Et on voit que finalement, les résultats sont 10 fois inférieurs à ce qu'avaient prédit les modélisations en termes de mortalité. Donc c'est très important, encore une fois, de remettre les choses en perspective et de ne pas se fonder uniquement sur des modélisations dont on retrouve finalement que la pertinence avec la réalité est très très limitée pour mettre en place des politiques, surtout lorsque l'on voit les dommages collatéraux majeurs que ces politiques publiques peuvent avoir. Il faut être sûr de leur efficacité au regard du prix à payer de leur mise en place. Et ça, malheureusement, cela n'a pas été fait. Oui, ça c'est très important de le souligner. Docteur Desbiol, effectivement, est-ce que au fond, l'histoire du bénéfice-risque, pour revenir à ça, l'histoire de liberté-sécurité, n'a pas joué à fond? C'est-à-dire, pour un certain nombre de gens dans notre auditeur, ils disent au fond, on a fait à une dimension de grippe espagnole ou de peste noire ou etc. quelque chose qui n'était pas rien bien sûr, mais qu'on a gonflé et surtout cette histoire effectivement des accords, parce que c'est la santé publique, ça, laboratoire, Union européenne, etc. Et beaucoup de gens, à tort ou à raison, on ne prend pas parti, on a l'impression que tout ceci a été une extraordinaire négociation financière mondiale, peut-être sur le dos de milliards de personnes. Alors, on a dit très bien, les vaccins, oui pour les formes graves, oui pour les comorbidités, mais est-ce qu'il n'y a pas eu derrière une gigantesque quand même si c'est pas votre spécialité ni la mienne, une gigantesque quand même, connivence, complicité financière à un niveau mondial, à un niveau de milliards de dollars. Honnêtement, ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Une chose est sûre, c'est que effectivement, à mon niveau, moi, ce que je peux constater, c'est que j'ai eu l'impression que l'on s'est retrouvé effectivement dans une sorte de prophétie autoréalisatrice, clairement. Et du coup, en fait, le problème aussi, c'est que a été donné l'impression que c'était en gros soit le confinement total et absolu, soit ne rien faire. Et on a oublié que entre ces deux extrêmes, ne rien faire et confiner, fermer les écoles, enfermer des gens chez eux, en dépit de leur potentielle vulnérabilité, je pense aux enfants battus, aux enfants violés, aux femmes battues, aux personnes qui sont dans de l'habitat insalubre. En dépit de ces vulnérabilités très graves, il y a des enfants, leur seul refuge, c'est à l'école. Donc ça, je pense que c'est vraiment très important de le dire. En dépit de toutes ces vulnérabilités, sachant que les maltraitances ont un impact majeur sur la santé des individus, les maltraitances dans l'enfance, les violences sexuelles et tout ça, on a décrété que c'était soit le confinement et tout ça, soit ne rien faire.
Ensuite, c'est le tout vaccin. Encore une fois, je plaide pour la vaccination des personnes à risque. Soit ne rien faire. On oublie finalement que la santé et la santé publique est quelque chose de beaucoup plus nuancé, de beaucoup plus proportionné et de beaucoup plus pragmatique. Mais pourquoi, pardon, pourquoi on a aboli, pourquoi Alors, on a interdit tout traitement? Je pense notamment au regard de l'expertise scientifique et médicale telle qu'elle a été déployée, avec finalement assez peu de pluridisciplinarité. Un conseil scientifique, avec tout le respect que j'ai pour ses membres, là n'est pas la question, mais qui a été finalement créé ex nihilo, et donc qui a chanté toutes les agences de santé publique qui sont réglementées et codifiées par le Code de la santé publique, avec des avis qui ont été émis sans possibilité de validation par les pairs, sans possibilité de contre-argumentation, sans possibilité d'émettre un avis contradictoire. Donc il n'y a pas eu finalement de débat scientifique contradictoire, ou très peu. Et l'illusion aussi a été donnée d'un consensus scientifique qui n'existe pas, et qui n'a d'ailleurs jamais existé. Ça, c'est très important. Et donc ça, je pense qu'il faut... discussion, or que la science est discussion. Il y en a eu un petit peu dans les revues scientifiques et tout ça, oui, mais... malheureusement aussi sur les plateaux à coups de tweets, parce qu'après chacun essaie de s'exprimer aussi, à défaut de pouvoir le faire de manière réglementée par les institutions, de manière cadrée, apaisée et respectueuse, parce que malheureusement ça aussi c'est très compliqué. Cela n'a pas été possible. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut aussi le préciser, que le Conseil scientifique, dans un de ses avis de début de l'année, lui déplore finalement que des avis contradictoires s'expriment. Il faudrait d'ailleurs que je retrouve la phrase, mais là j'ai tellement de papier que je la retrouve pas, mais qui écrit que finalement, même au nom de la démocratie, de la liberté d'expression et du débat scientifique contradictoire, tout le monde ne devrait pas pouvoir, tous les scientifiques ne devraient pas en gros s'exprimer sur les questions de la Covid. À mon sens, c'est grave, puisque le dissensus fait aussi partie de la recherche scientifique et de l'accès ensuite derrière à un consensus, et le consensus est par définition la voie la plus nuancée qui a pris les différents points de vue et qui les a donc contredits, discutés, échangés. Et ça n'a pas eu lieu, notamment aussi de par le mode de sélection des experts du Conseil scientifique. Encore une fois, cela n'a rien de personnel pour eux. Je parle vraiment du processus qui a entouré ça, où ça a été beaucoup de cooptation. Et on sait que la cooptation induit un biais derrière. Vous allez finalement choisir des personnes qui pensent un petit peu comme vous. Donc là, on parle aussi de collusion entre les experts et qui permettent de finalement mettre en avant une certaine ligne, mais qui n'est pas la ligne communément partagée. Et peut-être de certains conflits d'intérêts. Alors, et bien sûr, la question des conflits d'intérêts qui est majeure. C'est pour ça que je pense vraiment que tout expert, tout médecin qui s'exprime, que ce soit sur un plateau télé, au sein d'une agence de santé, doit présenter ses potentiels conflits ou ses potentiels liens d'intérêt. On ne peut pas être juge et partie. On ne peut pas parler d'un produit de santé lorsque l'on a des potentiels conflits ou liens d'intérêt. Ça ne veut pas dire que la personne n'est pas crédible, n'est pas... et d'ailleurs, il faut bien savoir aussi en France que pour faire de la recherche sur le médicament, notamment à l'hôpital, de toute façon, vous devez le faire en lien avec l'industrie pharmaceutique, puisqu'il n'y a pas de laboratoire de production publique de médicaments. Donc ça ne veut pas dire que parce que vous avez des liens d'intérêt ou des conflits d'intérêt avec l'industrie, vous êtes un médecin corrompu, pas du tout. C'est parfois c'est la seule manière de faire de la recherche. Oui, mais il faut le dire. Mais il faut que ce soit dit. C'est la loi qui rappelle que tout conflit ou lien d'intérêt avec l'industrie doit être déclaré par les médecins, notamment avant, par exemple, les congrès ou quoi. Et donc ça, malheureusement, cela n'a pas été fait. Encore une fois, bon, là, vous avez effectivement des personnes qui réagissent et qui se disent, mais au fond, tout ça pour ça, quelque part. C'est vrai. Oui. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, exactement. C'est très douloureux pour moi, en tant que médecin de santé publique, quand on voit les ravages vraiment sur les publics les plus vulnérables. Je précise que la fragilité, on a beaucoup parlé des personnes fragiles, la fragilité, les vulnérabilités, ce n'est pas que vis-à-vis du SARS-CoV-2, ce n'est pas que vis-à-vis de la Covid. Vous l'avez dit, mais moi, on est fragile quand on est un enfant maltraité, on est fragile quand on est pauvre, on est fragile. Enfin, vous voyez... Non, mais vous l'avez dit, et vous avez tout à fait raison, Alice Desbioles. Autre chose quand même, pourquoi, alors moi je pose la question peut-être, pourquoi à un moment donné, parce que ça on n'en a pas parlé, pourquoi entre le confinement aérien, vous disiez, il y a une gamme. Parmi cette gamme, il y a les traitements précoces. Je ne parle pas de X ou Y, de professeur ceci ou de professeur cela, mais à un moment donné, on a dit, et rappelez-vous l'étude bidon du Lancet, je veux dire, sur l'hydroxychloroquine, il faut le dire que l'hydroxychloroquine tue, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on a éliminé absolument tout ce qui est antibiotique, enfin éliminé, on a déconseillé tout ce qu'il était, vous restez chez vous, mais vous ne prenez rien, et vous attendez de voir si ça s'aggrave ou pas. Et ces traitements précoces, j'aimerais avoir le médecin de santé publique que vous êtes. Est-ce qu'il y a des traitements, non pas qui auraient empêché, qui auraient guéri, c'est pas le problème, c'est pas le remède miracle, mais est-ce qu'il n'y avait pas dans cette gradation, est-ce qu'il n'y avait pas peut-être des choses à faire dès le début ?
Honnêtement, je préfère pas trop m'exprimer sur cette question parce que j'ai pas suffisamment, à mon sens en tout cas, creusé la littérature scientifique par moi-même pour me faire mon opinion personnelle et documentée. Donc je fais confiance aux agences sanitaires dans les décisions qu'elles ont prises. Voilà, c'est mon point de vue personnel. Après, votre auditeur nous parlait donc. Personnellement, je trouve qu'au regard des données disponibles dans la littérature scientifique, on a suffisamment de preuves aujourd'hui pour dire que la vaccination chez les personnes à risque présente un bénéfice positif pour ces personnes-là par rapport au risque de forme grave ou létale de Covid-19. Mais bien sûr, chacun... Enfin voilà, moi je suis complètement la pluralité. Donc voilà, mais je pense que c'est important de le redire. On l'a dit, oui. Voilà, et par contre, quelque chose d'intéressant, et là, auquel je souscris, c'est quand on présente le tout vaccin pour tout le monde. Donc un des écueils aussi, au-delà de tout ce qu'on a dit déjà, de cette gestion de crise, c'est qu'à chaque fois, on a présenté une solution miracle, un sauveur providentiel. Au début, ça a été le confinement, qui va nous sortir de la pandémie. Ensuite, ça a été le tout vaccin, qui allait nous sortir de la pandémie. Maintenant, c'est le pass sanitaire vaccinal. On cherche toujours un sauveur providentiel. Ouais. Il n'y a pas de sauveur providentiel dans cette affaire. Je pense qu'il est très important de l'entendre. On est très probablement, il y a quand même beaucoup d'informations scientifiques sur ces questions, sur un virus qui, comme beaucoup d'autres, va être endémique. Endémicité ne veut pas dire absence de gravité, ne veut pas dire on ne fait rien et on s'en fiche, pas du tout. Mais c'est une information qu'il va falloir quand même, à un moment ou à un autre, intégrer. Et un virus qui mute. Et donc c'est ce que je voulais dire. Ouais. Et donc quand votre auditeur parle de finalement tout vaccin, effectivement, je rejoins, et c'est pour ça que je plaide, comme beaucoup, il y a encore un papier du CNRS sur ça, sur la vaccination ciblée sur les personnes à risque de forme grave. Il faut bien voir que quand on fait aussi une vaccination comme ça, à très large échelle, en pleine épidémie, en pleine pandémie, en tout cas, on peut se poser la question de ce que l'on appelle la pression de sélection sur les variants, et donc en fait la résistance quelque part, et donc l'échappement vaccinal, l'échappement immunitaire de ces agents infectieux qui vont du coup muter d'autant plus facilement et d'autant plus rapidement. Et souvenez-vous d'une phrase, d'un message de santé publique qui est très important, qui est les antibiotiques, c'est pas automatique. Pourquoi ? Et pourquoi l'antibiorésistance, d'après l'OMS, est l'une des principales menaces pour la santé publique du XXIe siècle, au même titre d'ailleurs que l'hésitation vaccinale, qui là malheureusement risque encore d'augmenter au regard de tout ce qui se passe, l'hésitation vaccinale en général. Les antibiotiques... Qu'est-ce que vous appelez hésitation vaccinale ? L'hésitation vaccinale, alors la France est connue pour être un pays à forte quand même déjà hésitation vaccinale. C'est des doutes, c'est des questions, pas forcément anti-vaccin, mais des questionnements, une inquiétude, et qui là risque très... En tout cas, on a des papiers qui retrouvent ça depuis l'implémentation du pass sanitaire. On a noté c'est une étude de l'INSERM qui a été publiée dans Nature Medicine, qui retrouve que après la mise en place du pass, chez les personnes vaccinées, on notait finalement un regret dans la vaccination. Ce que je voulais dire sur les antibiotiques, on dit les antibiotiques, c'est pas automatique. Pourquoi ? Parce qu'on dispose d'un arsenal thérapeutique qui est de plus en plus restreint. Il y a très peu de recherches par l'industrie pharmaceutique sur les antibiotiques. C'est très grave, c'est une des principes. Ouais. Et donc voilà, et on note une résistance de beaucoup d'agents infectieux, de bactéries bien sûr, sur ces questions-là. Et donc un des moyens de prévention pour limiter cette antibiorésistance et ne pas gâcher les chances aussi pour les générations futures de voir cet arsenal de plus en plus réduit, c'est une utilisation mesurée et proportionnée de cet outil majeur dans la lutte contre les maladies infectieuses. Cela devrait être la même chose pour le vaccin, un usage mesuré et proportionné sur les personnes à risque consentantes qui souhaitent se faire vacciner. Oui, et ce qu'on nous a présenté jusqu'à présent, c'est le tout ou rien. C'est le tout ou rien, voilà, c'est le sauveur providentiel, la santé publique, la médecine, c'est quelque chose de proportionné, de personnalisé, qui se fait en fonction des besoins des individus, de leur vulnérabilité, de leur capacité et bien sûr de leur consentement. Et un consentement ne peut pas être forcé, un consentement ne peut pas être escroqué. Effectivement, il n'est pas question de contester le vaccin et justement de montrer... Et le docteur Alice Desbioles a bien montré en quoi le vaccin est efficace, etc. Mais il y a eu cette histoire de passe vaccinal, c'est une histoire. Passe sanitaire d'abord, passe vaccinal ensuite, qui introduisait quand même quelque chose qui, j'ai l'impression, en tout cas, vous me direz, non seulement discriminatoire, mais qui n'avait rien à voir avec la santé. Alice Desbioles. Effectivement. Alors ça, c'est quelque chose de très grave. Notamment au regard du code de déontologie des médecins et du serment d'Hippocrate, qui est quand même un engagement moral que l'on prend vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de ses pairs aussi. Primum non nocere. Déjà, et une des phrases qui est quand même très forte est la suivante: je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leur conviction. Donc là, on voit bien que quand il vous faut un pass
vaccinal pour accéder à l'hôpital. Parce que moi j'ai fait le test, hein, j'ai eu besoin d'aller voir si je pouvais rentrer sans passe à l'hôpital. Oui. Impossible. Impossible, Donc j'ai dit je suis malade. J'ai un rendez-vous avec un médecin, je suis malade et j'ai pas de passe. Je suis désolée madame, vous ne pouvez pas rentrer, vous n'avez accès qu'aux urgences. Donc ça, si vous voulez, je pense que c'est très grave. Et vraiment, à défaut de supprimer ce pass vaccinal, ce qui ne veut pas dire que l'on est contre la vaccination, encore une fois. Moi, je plaide pour la vaccination des personnes à risque consentantes. On est d'accord. Mais je pense que vraiment, à minima, dans les lieux de soins, que sont les hôpitaux, que sont les PMI, que sont les plannings familiaux, on ne devrait pas discriminer l'accès aux soins sur la base d'un statut vacciné ou non. Ça, pour moi, c'est extrêmement grave. Et ce qui peut aboutir aussi à réduire l'accès aux soins à des personnes non vaccinés qui en auraient besoin. Donc ça, on voit même aussi que pour la collectivité, c'est complètement contre-productif parce que c'est des personnes qui vont potentiellement arriver aux urgences dans des états beaucoup plus graves, donc ce qui va avoir un impact négatif sur leur santé à elles, ce qui va avoir un impact négatif sur la collectivité, même au niveau économique, en termes de coûts. Donc on voit que là, on est finalement complètement contre-productif. Je me permets de préciser qu'encore une fois, ces histoires de passe sanitaire, passe vaccinal sont des interventions non fondées sur les preuves et que certains pays, notamment je pense à l'Irlande, qui n'a pas mis en place de passe vaccinal ou sanitaire, et a une vaccination, d'après l'ECDC, European Center of Disease Control, de 100% chez les plus de 70 ans. Ce qui n'est pas le cas en France, puisque nous, Français, nous avons l'une des couvertures vaccinales les moins importantes d'Europe de l'Ouest chez les personnes âgées, alors que l'on dispose d'un pass. Donc, encore une fois, le pass, si l'objectif c'est d'augmenter, on peut se dire qu'un objectif pertinent serait d'augmenter la couverture vaccinale chez les personnes à risque, notamment les personnes âgées. Là, on voit que cela n'a pas malheureusement fonctionné. Et puis la notion de discrimination, vous en avez parlé, quand même est assez grave, est assez préoccupante, disons. Et une dernière auditrice, très rapidement, Nicole, qui nous appelle de Revel. Bonjour Nicole. Oui, bonjour Nicole. Oui, bonjour. Voilà, je voudrais témoigner au sujet, bonjour à tout le monde, au sujet de la vaccination Pfizer que mon mari a eue. Oui. Je voudrais expliquer que le 6 juin 2021, il a passé un contrôle cardiaque qui était impeccable. Oui. En décembre et novembre, il a fait sa première injection. Il a eu 17 et 18 de tension. Tous les matins, les infirmières sont venues. Deuxième injection, ça c'était mai ou enfin bref. Je ne sais plus les dates maintenant, sur le moment. Non, d'accord. Pareil. 17, 18 de tension, les infirmières sont venues. Oui. Résultat, le 3 décembre, dans la nuit, il a fait un infarctus, suivi d'un arrêt cardiaque dans le camion des pompiers. 12 jours de coma à lit. Mon mari a 73 ans et un bilan cardiaque de, on va dire, 6 mois avant qui était impeccable. Il est traité par Avastin à Oncopole pour une tumeur depuis 3 ans. Et oncologue a dit, il vous faudrait être vacciné. Le généraliste a dit, monsieur, c'est votre choix, vous faites ce que vous voulez. Mais étant donné que, comme a dit le docteur, pour entrer à l'hôpital et tout ça, il faut un pass. Vacciné, il s'est fait vacciner les 2. Il avait rendez-vous pour la 3e. Moi, je vous dis que la 3e, il ne la fera jamais. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que pour aller voir mon mari dans les soins intensifs avec mes jumeaux, on a dû le matin faire 2 heures avant des tests nasaux. Alors qu'il y en avait qui passaient avec un pass de 3 ou 4 mois, ne sachant pas s'ils n'étaient pas porteurs du virus, parce que c'était pas fait tout frais. Alors, je suis bien d'accord avec le docteur qui vient de parler. C'est vraiment... Discrimination, et effectivement, ça résume un peu tout ce qu'on a dit. Alice Desbioles, très rapidement, en fin d'émission. Et incohérence aussi, malheureusement, puisqu'on voit bien l'incohérence qui a été pointée. Juste un élément... qui est important de souligner, pour tout médicament, vaccin ou quoi, on parle de pharmacovigilance, et je précise, donc c'est le suivi de la tolérance et de la sécurité des produits médicaux qui sont mis sur le marché, donc le vaccin aussi bénéficie d'un suivi de pharmacovigilance, et toute personne peut faire une déclaration d'effet indésirable potentiel auprès de la NSM, chaque patient peut le faire, donc voilà, vous pouvez aussi déclarer, c'est l'agence derrière qui dira s'il y a un lien potentiel ou pas avec la vaccination, mais vous pouvez remonter ces informations. Merci, docteur Alice Desbioles. Je rappelle que vous êtes médecin en santé publique et épidémiologiste. Et bien justement, la santé publique, Brigitte Lahaie va en parler puisqu'elle va évoquer le sujet comment mieux entretenir son corps avec Michel Odoul.